bouscule les préjugés. Tout de suite, la rentrée des chômeurs. Bonne soirée. Moi, alors je monte à Brie le faire pointer, puis c'est pas la peine de jouer. Alors, je vais chercher ta dernière porte, c'est pas... Dans quel organisme une machine signe automatiquement 1 400 000 chèques par mois? Vous l'avez deviné, aux Acédiques, autrement dit cette institution qui paye les chômeurs. En 1974, le coût du chômage s'élève à 3 milliards de francs lourds. En 1980, 30 milliards. Prévision pour 1983, 90 milliards de francs. En 1974, il y avait 500 000 chômeurs en France. Il y en a plus de 2 millions aujourd'hui. Oh non. Le chômage est un drame social, c'est un baril de poudre sur le plan politique, et aujourd'hui, c'est une charge financière qui devient impossible à supporter. Bonsoir. 2 43 000 demandeurs d'emploi inscrits à la NPE. Vous connaissez ce chiffre qui montre l'ampleur du problème. Évidemment, on peut se satisfaire d'une légère pause dans l'augmentation de la courbe ou bien la récuser, mais en réalité, ce n'est pas notre problème ce soir. 2 43 000 demandeurs d'emploi, ce n'est pas un chiffre surprenant, mais c'est un chiffre très important. 3 autres chiffres très rapidement pour vous donner également une ampleur plus mondiale du chômage. Aux États-Unis, 10 millions de chômeurs, c'est un record historique qui d'ailleurs pourrait poser des problèmes dans les mois à venir à la société américaine. En Grande-Bretagne, 3 300 000 chômeurs, pas loin du record historique. En Allemagne, 1 750 000 chômeurs et une augmentation, cette seule dernière année, de plus de 50%. Nous allons parler ce soir du chômage en France. Nous n'allons pas en parler comme on en parle d'habitude. Nous allons essayer d'entrer très précisément dans ce tissu où se trouvent les chômeurs et se trouvent ceux qui offrent des emplois et essayer de comprendre ce qui se passe à la base. Nous allons en parler selon la formule de Feu Croisé avec une enquête et les réflexions en Feu Croisé, en contradiction de 2 hommes politiques d'opinions différentes qui ont accepté de venir participer à cette émission. Monsieur Jean Le Garec et Monsieur Jean-Pierre Fourcade, que nous présente rapidement Jean-Charles Eleb. Monsieur Jean Le Garec, vous êtes député de Cambrai, vous êtes, si on résume votre position politique, un proche de Pierre Mauroy, vous êtes dans la mouvance de Pierre Mauroy, vous êtes socialiste, on l'a vu au travers du dynamisme que vous avez déployé pour défendre le dossier des nationalisations. Vous êtes maintenant ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Emploi. C'est donc avec un certain intérêt que l'opinion publique attend ce que vous allez dire ce soir, puisque c'est surtout ce que vous allez faire. Monsieur Jean-Pierre Fourcade, vous êtes
connu, les Français vous connaissent bien. Vous avez toujours été l'un des proches collaborateurs de Valéry Giscard d'Estaing depuis 1961. Ce qui nous intéresse ici ce soir en particulier, c'est que vous avez été ministre de l'économie et des finances en 1974 sous le gouvernement de Jacques Chirac, au moment où ont été mis en place les lois de protection du chômage. Aujourd'hui, vous êtes sénateur-maire de Saint-Cloud, président des clubs Perspectives et Réalité, et vous êtes vice-président de l'une des composantes de l'opposition, l'UDF. Alors, je vous propose maintenant de voir donc l'enquête réalisée par Jean-Charles Leleb et Jean-Marie Pertuis. Ils ont tourné au mois de juillet, au mois d'août, une enquête assez longue dans 3 lieux différents en France, à Paris avec une réunion de 25 directeurs du personnel de 25 entreprises françaises importantes, très représentatives, également à Paris au centre de recrutement de la BNP où on a pu filmer le premier contact de jeunes bacheliers avec le monde du travail, vous allez voir, également à Rouen dans une agence d'intérim, de travail intérimaire, et enfin également à Josse en Lorraine, dans cette Lorraine meurtrie par le chômage et la crise de l'emploi. Mardi 6 juillet, Jeuf, l'un des bassins sidérurgiques de la Lorraine. Pour beaucoup de Français, les vacances ont commencé. Pour d'autres, il faut préparer la rentrée des chômeurs. À Jeuf, c'est le jour du pointage. Ici, ça se passe à la mairie, beaucoup de jeunes. Il y a 8 jours, ils ont quitté l'école. En cette seule journée, 33 nouveaux demandeurs d'emploi vont venir rejoindre les 400 déjà inscrits. La première question qui tombe est toujours la même. Je viens de m'inscrire à l'agence de l'emploi. Je voudrais savoir quand est-ce que je toucherai de l'argent. Bon, ben, tu toucheras au bout de 6 mois de pointage. Et suivant, tu toucheras si tu as un CAP ou pas. Tu as ton CAP? Non. Alors, pour les gens qui ont le niveau CAP, hein, donc c'est-à-dire qu'ils se sont présentés à l'examen avec l'emploi, ils touchent 33 francs par jour. Ceux qui auront le CAP, 65 francs. Et c'est à quelques centimes près. Hein. Alors, ça te fera 900 francs par mois. Hein. Et 1800, 1900 francs pour les CAP. Mais toujours après 6 mois de pointage. Hein. Alors, comment je vais vivre pendant les 6 premiers mois? C'est sûr que c'est un problème et que le meilleur service que pourrait rendre l'agence, c'est donc de lui proposer tout de suite un emploi pour tout de suite travailler, quoi, effectivement. Quoi. Vous cherchez à travailler depuis combien de temps? Oui, écoutez, exactement depuis 1 an, 1 an et demi. Bon, ça fait 2 ans que je suis au chômage, mais depuis vraiment que je cherche du travail, ça doit faire 1 an et demi. C'était quoi votre dernier emploi? C'est nos dactylos. Ça veut dire qu'avant, vous ne cherchez pas vraiment du travail? Enfin, non, parce que j'avais ma petite fille, hein, j'en ai profité parce que là, je l'ai pour ainsi dire pas élevée puisque j'ai travaillé pendant 10 ans. Bon, je suis restée un peu avec elle, mais maintenant, disons que j'avais encore tout les indemnités. Vous aviez c'était intéressant. licencié économique, c'est ça? C'est ça, oui. Combien vous touchiez? Exactement. Le salaire intégral. Hein. Oui. Ouais, pendant combien de temps? Là, ça a bien duré 1 an. Enfin, et là, vous êtes à combien maintenant? Là, je suis, ça y est, j'ai mes fins de droit. 900 francs. Les fins de droit, hein. Alors jusqu'au mois de juillet. Après, s'il y a une prolongation, c'est une prolongation de 3 mois. Puis après, ils coupent tout. Hein. Vous êtes au chômage depuis combien de temps? Depuis janvier 80. Ça fait donc 2 ans, 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Vous travaillez dans quelle entreprise auparavant? Je travaille à la Solpa Méco. C'est quoi la Solpa? C'est une société d'alimentation. Et votre fonction? J'ai travaillé au désossage, au jambon. Puis après, j'étais à l'expédition. Puis ça a fermé depuis. Vous avez quel âge? J'ai 35 ans. Alors c'est quoi la vie d'un chômeur de 35 ans à Jeuf? C'est pas beau, hein. Jusqu'à présent, je touche encore un petit peu d'indemnité. Combien? J'ai 3200 francs. Enfin, parce que j'ai co-directeur. Ils m'ont prolongé, autrement j'avais plus que 900 francs par mois. Ah ouais. J'ai 2 gosses. Et j'ai la femme, non, elle était licenciée aussi. Elle était aussi à la Solpa? Aussi à la Solpa. Ouais. Vous espérez trouver où? J'avais été chez Leclerc, à Turville. Et dans ce moment-là, ils me donnaient 2700 francs par mois. Enfin, ça fait déjà 1 an. Hein. Et vous avez donc refusé la place? J'ai refusé. Hein. Je lui ai dit qu'il me donnait des placements, il m'a dit non. Et 2700 francs, c'est pas la peine. Hein. Il y a 70 km tous les jours. Et justement, on dit que certains chômeurs ne cherchent pas vraiment du travail ou refusent les emplois qu'on leur propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils refusent. Moi, s'ils m'en donnent à 300 000 francs, j'y vais. Hein. Ouais, je refuse. Hein. Si c'est pour aller travailler pour 250 000 francs, c'est pas la peine. Hein. Faut donner 100 000 balles de loyer, qu'est-ce qu'on bouffe?
Rien du tout. J'ai une période de 3 mois. J'ai appris que Mauroy disait qu'il y avait des faux chômeurs en France. Moi, je suis entièrement de son avis. Parce que j'en connais d'ailleurs particulièrement. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est mettre tous les étrangers dehors, comme je le disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, avec les gars qui sont au chômage, leur accorder 6 mois de chômage. Et au bout de 6 mois, s'ils n'ont pas trouvé de travail, on leur coupe le chômage. Chômage. Enfin, ça sera très bien comme ça, de toute façon. Il y en aurait certainement plus qui chercheraient du travail. Hein. Il ne fera pas semblant. Parce que moi, je connais quelqu'un qui avait 4 enfants. Un jour, j'étais voir cette amie, puis je lui dis, bah, ton mari ne travaille pas. Il me dit, bah, pourquoi il s'amusera à se lever le matin? Il gagne 500 000 francs au chômage à rien faire. Hein? Moi, je trouve ça une honte. Il gagne plus qu'en travaillant. C'est une honte. Monsieur, est-ce que vous pensez que votre fils cherche vraiment du travail? Ah bah je pense bien, j'y vais avec. Je me déplace avec lui. Pourquoi? Bah, parce que je veux voir. Pour vérifier ou Pour vérifier. Non, mais... Disons, vérifier, non. Où il va, il demande du boulot. Et c'est plus sérieux, je trouve que ça fait plus sérieux que le père va avec l'enfant. C'est dur d'aller chercher du travail? Psychologiquement, je veux dire, c'est une situation pénible, c'est... Ah oui, très pénible. Très. C'est très difficile de trouver un boulot pour un jeune. Bon, malheureusement, la situation n'est pas la même que la nôtre. Qu'on avait des problèmes, on n'avait pas de problème d'emploi, comme à l'heure actuelle. Si c'est même plus une vie qu'on mène, on va pour chercher du boulot, nous renvoie. C'est presque s'ils nous ferment pas la porte au nez. C'est dégueulasse. Vous réagissez comment des fois? Vous avez envie de... Ben, il y a des fois, j'en pleurerais, quoi. Il y a des fois, il pleure quand il rentre à la maison puis qu'il lui refuse le travail. Parce que c'est quand même mon avenir, le boulot. C'est ça que je cherche. Je veux me marier, fonder un foyer. On peut pas si on n'a pas de boulot fixe. On peut pas prévoir la vie. C'est ça le problème. Et il y en a aucun qui veut nous prendre. Personne. Ni à droite, ni à gauche. Prévoir la vie, c'est aussi faire un stage. C'est ce que la NPE propose aux jeunes. Un stage, pourquoi pas, mais à quelle rémunération? Alors on a des stages de formation rémunérés qui s'adressent aux jeunes de 16 à 26 ans et qui couvrent là essentiellement les métiers du bâtiment. Alors c'est un stage de 6 mois qui va se passer ici à Auboué et il est rémunéré en fonction de ce que vous avez déjà travaillé. Alors si tu n'as jamais travaillé, c'est un quart du SMIC. Si tu as travaillé entre 1 et 3 mois, c'est 75% du SMIC. Et si tu as travaillé plus de 3 mois, c'est le SMIC, ou alors le niveau du salaire que tu avais avant s'il est supérieur au SMIC. Alors, est-ce que ça vous intéresse, ce type de stage? Ouais, parce que le stage il se déroule ce mois-ci, là. Ce stage commence lundi prochain. Vous avez l'air de réfléchir, là. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette proposition? On n'est pas assez payé. On n'est pas assez payé? Par rapport à ce que vous touchez actuellement comme demandeur d'emploi? Au chômage, je touche 200. Puis le stage, on est payé 800. Bah, un an, je me suis mis au chômage. Et un an, pendant 6 mois, j'ai travaillé. Et tu touchais combien au chômage? 240, 250, ça dépend. Et là, tu gagnes combien en stage? 60. 600 francs. 600 francs, oui. Alors tu perds de l'argent à faire un stage? Oui. Bah, je préfère perdre de l'argent au stage, avoir quelque chose après plus tard. Se prendre en charge ou pas, telle est la question. La mairie a envoyé 130 lettres à de jeunes chômeurs sans diplôme pour leur proposer de faire un stage. 30 seulement ont répondu positivement. Il faut absolument d'ailleurs que dans les unités, toutes les unités qui vont être conservées, elles ne peuvent être conservées, elles ne peuvent continuer à tourner. Ils participent dans cette école désaffectée à un stage expérimental de sensibilisation. De permettre une meilleure qualité de l'acier fourni. Or, on ne s'en sortira que par une meilleure qualité de l'acier fourni, de meilleurs produits, de meilleures possibilités. Ils ont tous entre 16 et 18 ans. La plupart sont fils de mineurs et de sidérurgistes. Ils sont tous en échec scolaire. Dans la sidérurgie, qui permettra d'avoir une meilleure qualité, puisque maintenant tous les pays vers lesquels on
On envoyait de l'acier maintenant. Objectif, trouver du travail, mais comment s'y prennent-ils? On place maintenant de la qualité. J'étais au chômage depuis 1 an. Tu cherchais du boulot? Oui. Comment? Sans la NPE. Mais je cherchais... Pourquoi sans la NPE? Parce que l'Agence nationale pour l'emploi, vous allez la voir et puis elle se donne pas beaucoup de mal pour vous trouver du boulot. Hein. Ça sert pas beaucoup à rien, l'Agence nationale pour l'emploi. Si vous voulez du travail, c'est pour vous-même à la chercher tout seul. Vous pensez que ce stage va vous aider à trouver un emploi? On espère. On espère beaucoup même. Pour pouvoir s'en sortir de la routine du chômage. C'est quoi la routine du chômage? C'est se lever et puis aller se coucher sans rien faire. C'est ça. Hein. C'est aussi ton cas? Oui. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Rien du tout. On va au troc. C'est quoi le troc? Café. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? On discute, on écoute de la musique. Et vous cherchez du travail tous les jours ou bien de temps en temps? Bah oui, on écrit mais sans réponse. Est-ce que vous recevez des convocations de la NPE? Non, jamais. Ça fera 3 ans au mois de novembre, je suis au chômage. J'ai jamais reçu une feuille de l'agence. Une convocation? Ouais, jamais. Et je voudrais revenir aussi sur l'Agence nationale pour l'emploi. C'est que l'Agence nationale pour l'emploi, c'est de comptabiliser les chômeurs, mais pas de donner du travail à un chômeur. Est-ce qu'avec un stage, après un stage, on peut trouver plus facilement du travail que sans stage? Ou est-ce que c'est seulement des stages Une chose est sûre, hein, déjà, c'est pas en sortant du stage, on n'a pas obligatoirement un emploi qui correspond avec ça. Hein. Bon, mais on tend de plus en plus déjà à faire des stages qui ont un marché qui ont un rapport avec le marché de l'emploi. Hein. Il y a quand même des métiers qui sont plus demandés que d'autres. Hein. On essaye aussi de faire une formation alternée, c'est ce qui va se faire au mois de septembre, c'est-à-dire avec une partie de l'entreprise et aussi essayer d'avoir l'embauche à la fin du stage. Hein. Mais il y a eu jusqu'à présent effectivement pas mal de stages où on sortait sans... Donc 6 mois de formation, un stage de formation de 6 mois, c'est un stage parking, quoi, finalement. Ça est arrivé, oui. Mais enfin, on y remet de plus en plus. Hein. On essaie quand même de proposer des qualifications dont on a besoin. Hein. Ce qui, pour la recherche d'emploi, passe par la NPE. En vain. Ce qui veut dire que ça ne marche pas, ça ne marche jamais avec la NPE. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais les candidats qui correspondent au poste au pourvoir. ANPE aussi, même conclusion. Lesquels? Ça ne cadre pas avec nos besoins. Le personnel qui nous propose, les candidats qui nous proposent n'ont pas le profil des postes que nous avons à pourvoir. Mais ils vous en proposent? Ah oui. Systématiquement, nous faisons des offres à l'ANPE et à la PEC, mais nous constatons de plus en plus que l'ANPE ne nous envoie pratiquement pas de candidats. Alors que la PEC, il les envoie très régulièrement. Bien meilleur, la PEC. Très régulièrement. Bien meilleur. C'est absolument délirant parce que la plupart des fiches, les numéros de téléphone ne correspondent plus, les gens ont trouvé du travail depuis 1 an, enfin il n'y a pas de tenue de fichier à la NPE, sérieusement. Voilà la conclusion que j'en ai tirée. Nous avons fait quelques essais, nous, au niveau par exemple de représentants de commerce. On a vu défiler des candidatures qui n'avaient rien à voir avec les besoins exprimés, détaillés sur des fiches, et complètement écœurés. On a décidé depuis plus tous s'adresser à la NPE. Alors à votre avis, qu'est-ce qui ne marche pas à la NPE? Je crois que quand on définit un poste, on a l'impression qu'on parle dans le vide. Que la définition du poste, on n'en tient même pas compte, et que le seul souci de la NPE, c'est de bombarder des candidats, quels qu'ils soient, qui viennent faire mettre un tampon sur leur fiche de recherche d'emploi. Monsieur Fourcade, une première question. Au fond, quand on regarde ce document, on a le sentiment qu'à l'époque où vous avez traité du problème des indemnités, du problème de la NPE, lorsque vous étiez ministre de l'économie et des finances, vous l'avez traité du strict point de vue des entreprises, qui avaient un gros problème à l'époque, se redéployer, se restructurer, donc ça entraînait un certain dégraissage des effectifs, et que vous avez conçu la NPE comme l'endroit où finalement on donne des indemnités, un droit à certaines indemnités aux chômeurs, et où, ça serait, disons, on règle le problème alimentaire, et la NPE est devenue du coup une sorte d'immense parking de chômeurs. Écoutez, je ne crois pas. Je crois que ce qu'on vient d'entendre est sûrement conforme à la vérité. Et en tant que maire, dans ma ville, je constate souvent que ce qui a été dit à l'écran est réel. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai monté dans ma mairie un bureau de l'emploi qui essaie de pallier
ses principaux inconvénients de la NPE. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger plusieurs problèmes. Il y a d'une part le cas des jeunes qui entrent dans la vie active. Et il est clair que la NPE n'est pas le bon organisme pour leur trouver des filières, des structures de développement ou leur apporter des éléments de formation complémentaires. Il y a en second lieu le cas pour lequel a été fait la NPE, qui est le travailleur déjà entré dans la vie active, qui est licencié pour raisons économiques ou licencié pour d'autres raisons, qui veut changer d'emploi et qui peut utiliser les services de la NPE. Et je crois que tout n'est pas aussi mauvais que ce qui vient d'être dit. Et puis il y a enfin le troisième cas, qui est également très important, qui est le cas de la personne, femme en général, qui s'est arrêtée de travailler pendant quelques temps, pendant quelques années, pour élever ses enfants, qui n'a plus les éléments de formation capables de lui donner une situation normale, et qui par conséquent a beaucoup de difficultés à se mouvoir dans ce milieu. Et j'ai noté qu'il y avait dans votre image deux critiques importantes. La première, c'est sur le problème formidable des étrangers, et c'est pourquoi nous avions mis en œuvre une politique de retour au pays d'un certain nombre de travailleurs étrangers que l'actuel gouvernement a interrompu. Et d'autre part, il y a le problème du montant et de la durée d'indemnisation. Je crois pour ma part que, à partir du moment où on donne aux travailleurs privés d'emploi une indemnité dégressive, et les syndicats l'ont accepté lorsque nous avons réformé le système en 1977-78, un système dégressif, je crois que la durée est peut-être un peu longue à l'heure actuelle, mais malheureusement, les chiffres actuels de l'emploi montre que la durée d'inscription à la NPE se prolonge, ce qui veut dire que si sur le plan du nombre, la progression globale de toutes les formes de chômage est un tout petit peu moins catastrophique que l'année dernière et que les années précédentes, vous êtes quand même encore à 25 000 demandeurs d'emploi de plus par mois, régulièrement. C'est quand même un chiffre important. 25 000. Oui, tout à fait. Eh bien, je crois que c'est trop, et le chômage c'est un peu durci, puisque à l'heure actuelle, on constate que la durée d'inscription est plus longue et que le chômage touche plus fortement des travailleurs qualifiés, des ouvriers professionnels, des contremaîtres et des cadres. Et par conséquent, je crois que la leçon que je tire de ce que vous venez de voir, c'est qu'il n'y a pas un seul problème du chômage qu'on peut traiter globalement. Il y a une série de problèmes particuliers et qu'il faut essayer de traiter cas par cas. Aucun examen de conscience quant à la conception même de la NPE. Ça vous paraît normal? Ça a été bien engagé et puis au fond, pas de responsabilité par rapport au résultat. Pour ce qui me concerne, moi qui suis un libéral, je trouve que la NPE est un organisme trop administratif. Oui. Et que nous aurions intérêt à jouer davantage avec les collectivités locales et avec les maires. Très bien. Monsieur Le Garec, alors vous êtes... Sur le dernier point, je suis d'accord avec M. Fourcade. Vous êtes le ministre de la NPE, alors voulez-vous essayer de nous situer un peu le problème? Il y a deux problèmes qui se posent. Il y a celui des faux chômeurs, et j'aimerais bien, c'est une expression qui a été employée par M. Mauroy, si vous pouviez nous dire ce soir un petit peu plus précisément ce qu'on peut appeler un faux chômeur, c'est-à-dire en gros comment vous allez nettoyer les listes, si on peut employer cette expression. Puis il y a un deuxième problème qui est un petit peu accablant, qui apparaît quand même dans le document, qui est ce jeune qui dit la NPE, ça sert à comptabiliser les chômeurs, ça ne sert pas à leur trouver du travail. Bon, je voudrais aussi, si vous le permettez, dire un mot sur les étrangers, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire M. Fourcade. Ouais. Bien. Alors, sur la NPE, et pour aller au plus court, les précédents gouvernements que vous avez soutenus, M. Fourcade, ont eu raison de créer la NPE. Ils ont commis une faute capitale, M. Fourcade, c'est qu'ils n'ont pas su donner à la NPE les moyens de sa mission. Et ça, c'est dramatique, M. Fourcade. Ce qui fait que, très injustement, on reproche aux employés de la NPE ce que vous n'avez pas su faire et ce que nous sommes en train de faire. Pas d'informatique, aucun poste nouveau créé en 1981, aucune organisation interne, aucun système de formation à l'intérieur de la NPE. C'est un des dossiers, M. Fourcade, qui me désole le plus. Alors, on est en train de se mettre à l'ouvrage. Je négocie avec l'UNEDIC une utilisation de moyens informatiques. On va développer les moyens d'organisation et on va essayer que la NPE puisse faire sa tâche réelle, qui est effectivement d'agir sur le marché de l'emploi, ce qu'elle ne peut pas faire faute de moyens et non pas faute de volonté. Et M. Fourcade, puisque vous prenez une initiative dans votre municipalité, que je trouve intéressante, n'essayez pas de doubler la NPE, aidez-moi à donner à la NPE ou à l'AFPA les moyens qu'ils n'ont pas su avoir, et vous y êtes souvent responsable, et passons une convention au niveau régional,
puisque vous êtes membre du bureau régional de la région Île-de-France, pour accélérer des programmes de modernisation de locaux ou de moyens divers, dont de moyens informatiques. Voilà sur la NPE. Je vais au plus court. Monsieur Le Garrec, 2 points. Les étrangers et les faux chômeurs. Alors, sur les étrangers, ce que dit M. Fourcade est terriblement injuste. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Car qui a permis, a sollicité, a encouragé la venue en nombre considérable, M. Fourcade, presque 200 000 par an, d'étrangers, alors que nous en avions besoin, sans prendre aucune précaution? Eh bien, là-dessus, M. Fourcade, nous avons une position courageuse, qui est de dire, on les a fait venir en France, parce que nous avions besoin. On va aider à ce qu'ils puissent continuer à vivre dans un pays qui les a fait venir parce que cela correspondait à une nécessité économique. Vous avez régularisé 150 000 emplois. Monsieur Fourcade, 150 000. Nous avons rempli nos engagements de morale vis-à-vis de pays, entre autres comme l'Algérie. Mais ne dites pas que nous avons arrêté les programmes de retour, car il y a encore 2 jours, je travaillais sur un programme de formation avec l'AFPA, permettant à des travailleurs immigrés formés de retourner dans le pays d'origine pour apporter une plus-value technologique. Mais ne nous reprochez pas d'avoir quelques difficultés à gérer une situation pour laquelle vous avez été d'une extraordinaire légèreté. Monsieur Le Garrec, sur le problème des jeunes. Sur le problème des jeunes, oui. Vous permettez. Qu'est-ce qu'on appelle un faux chômeur? Alors, sur le problème des faux chômeurs, moi je n'aime pas l'expression. Parce que je trouve qu'elle est entachée, tout compte fait, d'une remise en cause d'un système d'assurance et de protection sociale à laquelle nous sommes attachés, comme M. Fourcade d'ailleurs. Et je pense que là-dessus, on n'aura pas de désaccord avec M. Fourcade, qui est un libéral. Mais il est vrai que dans toute situation sociale difficile, il y a toujours ceux qui abusent de la situation. C'est vrai. Eh bien, tout simplement, parce que nous demandons un effort de solidarité, nous avons la rigueur de la solidarité, et nous allons développer, comme nous le demandent d'ailleurs les partenaires sociaux et les partenaires économiques, qui nous le demandent, un programme de contrôle afin d'éviter ces abus de situation. À votre avis, ça touchera combien de personnes? Écoutez, je ne veux pas donner de chiffres, parce qu'il y a un point sur lequel je suis d'accord avec M. Fourcade, c'est que tout compte fait, il y a une mauvaise connaissance d'une population de chômeurs qui est extrêmement hétérogène. C'est bien la raison, M. Fourcade, pour laquelle nous sommes inquiets sur la durée du chômage et que nous lançons ce programme extrêmement important de consultation et d'interrogation des chômeurs longue durée pour essayer de briser le cercle où le chômage entretient le chômage. Monsieur Fourcade, alors je préfère ne pas attendez, donner. Vous n'avez pas l'impression que la gauche est en train de faire ce que vous auriez dû faire sur la rigueur à propos de l'UNEDIC et du chômage? Écoutez, sur la rigueur, on nous a assez critiqués, on nous a assez traînés dans la boue pendant la campagne électorale, on a assez parlé de magie, de miracle, etc. Nous avons géré la NPE avec beaucoup de rigueur, nous avons obtenu l'accord des partenaires sociaux et syndicaux pour rendre l'indemnisation dégressive, et je n'accepte pas ce qu'a dit tout à l'heure M. Le Garrec quand il a dit que nous avions raté la mise en place de la NPE faute de moyens. Ce n'est pas du tout un problème de moyens. C'est un problème de conception. En effet, M. Le Garrec, c'est, je crois, le point de fond de cette affaire, et ce que disaient bien les jeunes tout à l'heure à l'écran, je pense que notre objectif doit être d'essayer de former des Françaises et des Français pour les métiers de demain, pour les tâches de demain, et qu'il faut essayer de discuter le plus près possible des entreprises qui peuvent seules offrir des possibilités de développement. Or, la NPE, par son état d'esprit, par sa syndicalisation, vous connaissez parfaitement l'importance des forces syndicales à la NPE, que vous soutenez. La NPE a toujours travaillé contre les entreprises. Et dans ma petite expérience de Saint-Cloud, j'ai travaillé à l'envers. C'est-à-dire qu'à Saint-Cloud, j'ai commencé à rassembler, je le fais depuis 10 ans, les offres d'emploi émanant des entreprises. Je soumets ces offres d'emploi aux demandeurs d'emploi installés dans ma commune et j'arrive par ce système à l'envers. Je pars des offres et je regarde les demandes. J'essaie de régler un certain nombre de situations. Non, mais je suis ennuyé parce que M. Fourcade ne connaît pas un problème. Il confond la NPE et le problème de la formation. Oui, pas du tout. Non, mais je suis désolé. C'est l'adaptation de l'offre et de la demande. Attendez, non, simplement une remarque. Non, mais c'est un point clé.
C'est un point clé. Vous savez quel est le point clé? Le chiffre le plus épouvantable, c'est qu'il arrive tous les ans sur le marché du travail, encore cette année, 245 000 jeunes n'ayant pas de qualification. Et mon objectif, Monsieur Fourcade, est de tripler le nombre de stages de formation, de régionaliser le service public de l'emploi pour le mettre le plus près possible des élus, et vous allez y participer, Monsieur Fourcade, et je vais vous solliciter. Dans le cadre de la région. Et le plus près possible des entreprises. Car, vous savez, j'ai 25 années dans ce Je ne suis pas d'accord, c'est pays. le 245 000, monsieur. Mais non, mais 245 000, c'est le chiffre de 74. Monsieur Le Garec, nous allons reparler de la formation. Vous diriez que l'emploi est un droit. Un droit, le travail. Ah, je crois, fondamental. Nous allons, inscrit dans notre Constitution. Très bien. Nous allons maintenant poursuivre justement cette enquête dans un aspect du marché du travail où l'emploi n'est pas seulement un droit, c'est aussi une marchandise qui se vend et qui s'achète, mais qui s'achète et qui se vend dans des conditions extrêmement précises. Et je vous propose donc de voir la suite de cette enquête réalisée par Jean-Charles Leleb et Jean-Marie Pertuis. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Potier. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, je vous remercie. Moi monsieur Potier, j'ai besoin de personnel. Oui, vous avez besoin de personnel. Quel type de personnel vous cherchez tout de suite, monsieur? Si vous voulez prendre note. Oui, je vais prendre note. Je vous écoute. 3 mécaniciens. 3 mécaniciens, oui. 6 chaudronniers. 6 chaudronniers. 6 tuyauteurs. 6 tuyauteurs. 1 soudeur arc, 1 soudeur à argon. Combien? 1 soudeur arc, 1 soudeur à argon. Un soudeur à l'arc et un soudeur argon. D'accord. Alors c'est un tourneur et un tourneur pour l'atelier. 2 tourneurs. Non, un tourneur. Un tourneur, oui. Pour l'atelier. D'accord. Bien, bah écoutez, nous allons faire un petit peu le point. Vous le savez, c'est pas facile tout de suite de trouver des chaudronniers, des tuyauteurs. Je comprends pas très bien cette situation. Quelqu'un vous appelle, vous fait une commande d'une quinzaine de personnes, et puis 18 personnes, et vous ne pouvez pas y répondre. Effectivement, où sont les 2 millions de chômeurs? C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on doit se dire qu'il y a des gens qui cherchent un emploi réellement quand nous voyons l'état de nos demandes? Bon, ça c'est un exemple, 18 personnes, mais on en a d'autres dans ces qualifications-là. On a d'autres confrères, d'autres agences qui sont dans le même point au niveau de la France. Ça pose question parce que d'entendre et de voir à la télévision des gens qui ont plein, des chômeurs, moi-même je vais avoir des cotisations assez plus élevées à payer, et puis de savoir qu'ici finalement j'ai du travail à proposer et je ne trouve personne pour ce type d'emploi, bon c'est quand même, on peut se poser des questions effectivement. Alors selon vous, où sont passés les 2 millions de chômeurs? Je les cherche quand je recrute. Et vous les trouvez? Pas. Je ne les trouve pas. Il y a, par exemple, et ça fait... Je veux vous citer un exemple précis. Nous recherchons un directeur des comptabilités avec une formation comptabilité anglo-saxonne. Ça fait plus de 6 mois que nous recherchons un candidat, mais ça fait 8 mois que nous recherchons, à un niveau de rémunération qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire près de 300 000 francs par an, ce qui vous fait quand même 25 000 francs par mois. Nous n'arrivons pas à trouver un candidat valable. Et au niveau employé de bureau, au niveau sténo? Exactement le même problème. Par exemple, il y a 2 ans, à une annonce recherchant un bachelier, nous avions à peu près de l'ordre de 150 à 250 réponses, en moyenne. Actuellement, nous sommes tombés à un niveau de 15 à 20 réponses seulement. Ça tire quoi? Eh bien, c'est un mystère qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Offre d'emploi. Tous les directeurs du personnel, tous les chefs d'entreprise sont unanimes. Il y a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Pourquoi ? Dans le bassin sidérurgique de Jœuf, par exemple, il y a de nombreuses offres d'emploi non satisfaites, alors qu'il y a 3000 demandes. Cette situation se retrouve au niveau national. Comment expliquer ce mystère ? Il y a un CEP de chaudronnier.
Et quand il se présente avec sa formation, disons qu'on lui dit il faut de l'expérience, il faut... l'expérience, ils ne donneront jamais les jeunes parce que... Ils travaillent pas. On les embauche pas. Alors, c'est dégueulasse. Et un coup parce qu'on a le papier, un coup parce qu'on en a pas assez, alors on sait plus quoi faire. On est perdu, en tout, on est vraiment à plat, quoi. Alors comment s'est passée ta recherche, toi? Bon ben admettons, ils sont titulaires d'un CAP, ils téléphonent dans une boîte quelconque. Bon ben je suis titulaire d'un CAP, est-ce que vous me prenez? Bon ben la personne qui est au bout du fil, elle dit ah non excusez-nous, nous on prend que des gens qui n'ont pas de CAP. Bon, il retéléphone encore une fois, s'il vous plaît, j'ai pas de CAP, est-ce que vous me prenez? Ah non monsieur, on s'excuse, mais nous on prend que des gens qui ont des CAP. Alors dans cette affaire, je sais pas de qui qu'on se fout, hein. Dernièrement, il y avait donc une entreprise à Auboué qui recherchait une secrétaire. Bon, j'ai téléphoné et il m'a répondu qu'il voulait des jeunes qui sortaient de l'école. Voilà. Moi, j'ai toujours cru qu'avec 10 ans d'expérience, j'aurais trouvé facilement, je vous assure. De toute façon, moi je crois que la question d'expérience, ça joue pas. C'est pas une question d'expérience, c'est une question de formation. La formation doit être telle que le jeune qui arrive sur le marché du travail puisse être admis par un patron comme un ancien. C'est-à-dire que sa formation doit être faite sans être faite forcément sur le tas, doit être faite de telle manière que le jeune puisse arriver chez un patron et dire voilà, moi je suis comptable ou j'ai telle formation et je demande un emploi. Et le patron peut l'embaucher sans crainte s'il y a une formation normale. C'est vrai qu'on a péché sur le défaut de formation jusqu'à maintenant et on doit insister sur le défaut sur la formation des jeunes, c'est vrai. Un chef d'entreprise, quant à choisir entre deux demandeurs d'emploi, il préfère quand même quelqu'un qui a déjà plusieurs années d'activité. Vous, en tant qu'élu et maire d'une commune, je suis convaincu que lorsque vous faites votre choix quant à un employé, vous faites quand même une différence. J'en suis convaincu. Un jeune qui sort d'école, après 3 ans de formation, entre autres dans une imprimerie, nécessite encore au moins une année de pratique avant même de... Bon, là je l'ai par exemple depuis un mois, avant de savoir faire marcher une machine. C'est pas une formation pour faire du travail de qualité, c'est simplement le b.a.-ba de la machine. Et pourtant, il sort de 3 ans de formation de conducteur offset. Donc, il y a quand même un problème à ce niveau-là, c'est certain. Et j'aurais eu le choix, j'aurais pris un conducteur offset formé. Bon, il n'y en a pas actuellement sur le marché, donc la question n'a pas pu se poser. Donc, la flèche. C'est vrai, l'une des raisons essentielles du chômage, c'est l'absence de formation. Un chiffre illustre à lui seul cette situation dramatique. 86% des jeunes chômeurs ont un niveau inférieur au CAP et au BEP et 50% d'entre eux n'ont aucun diplôme quand ils arrivent sur le marché du travail. Dans une société industrielle en mutation technologique permanente, se former est une condition de survie. C'est désormais établi, tout homme ou femme changera plusieurs fois de métier dans sa vie. Éternel débat, qui doit assurer cette formation et qui doit la payer? Monsieur Bauder s'est lancé seul, à ses frais, dans l'aventure de sa reconversion professionnelle. Je voudrais devenir un tourneur sur tour à commande numérique. J'essaye de prendre, si je peux dire, le train en marche, parce que le tour conventionnel maintenant est dépassé et l'avenir est tourné sur la commande numérique trans. Et pour cela, il faut me remettre en question. Obligé de travailler comme vous le faites ce soir. Voilà, c'est ça, oui. Je suis en train d'étudier un listing par rapport à un plan donné et j'essaye de comprendre. Ça me fait donc retravailler les mathématiques. Je reprends mes cahiers d'école, puisque j'ai quitté l'école il y a 12 ans, après le centre d'apprentissage. Et je dois dire que c'est pas facile, mais enfin, j'espère que ça va venir. Et j'ai accepté un emploi de monteur en attendant, parce qu'on m'a laissé miroiter qu'il allait certainement y avoir besoin de tourneurs. Et je sais qu'ils ont des tours à commande numérique, donc si je peux... être formé sur le tas. Voilà, être formé sur le tas ou bénéficier d'un stage dans l'entreprise, pour moi, ce serait l'occasion rêvée, quoi. Nous assistons en effet dans nos entreprises à une mutation technologique qui en effet fait que nous recherchons des profils différents il y a quelques années et pour lesquels la faculté très souvent ou les écoles ne forment pas, je veux dire, un certain nombre de personnes. On parlait de bureautique à l'instant, en effet ça demande des spécifications nouvelles qui font que sur le marché de l'emploi nous ne trouvons pas ce genre de personnes. Et dans d'autres domaines, nous allons vers une robotisation aussi de nos usines. Il est bien certain que là encore, il nous faudra des techniciens plus élaborés et qui font que nous avons des difficultés à trouver ces personnes formées, je dirais, par les facultés.
ou les écoles. Plutôt que de lancer la balle dans le camp des jeunes diplômés ou des débutants ou d'autres cadres confirmés que l'on recrute et que l'on a du mal à recruter, je crois que ce sont les entreprises qui deviennent de plus en plus sélectives et font de plus en plus attention à la qualité, l'aspect qualitatif de l'individu prend beaucoup plus le pas du fait qu'on ne recrute plus. Je pense qu'on a perdu un peu la période des années 70 ou 60 où on le recrutait, je pense, à tour de bras parce qu'il y avait une expansion. Donc je crois que les entreprises sophistiquent beaucoup plus les recrutements, elles demandent beaucoup plus d'éléments au niveau des personnalités et bien sûr là il y a toujours un peu le butoir que l'on trouve au niveau de la qualité des candidats. Un homme qui arrive dans une entreprise, c'est un moyen de réaliser un challenge pour l'entreprise et plus un professionnel saura trouver l'homme qui gagne ce challenge, c'est un profit pour l'entreprise et c'est une réussite assurée pour l'entreprise. Qu'est-ce que c'est un challenge ? Oh, je n'aurais pas dû employer ce mot, mais c'est une manière de réussir pour une entreprise dans une situation difficile avec des profits limités. On a besoin de structurer une entreprise de manière considérablement plus efficace qu'auparavant. Ça, c'est certain. Expérience, 25 ans minimum. Tu peux y aller, toi, hein. 18 ans, tu peux travailler. Dieu éperné. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait 2 millions de chômeurs d'un côté et vous de l'autre côté qui cherchez un certain type d'employés sans le trouver souvent, paraît-il? Je crois que 2 millions de chômeurs, bon, il faudrait analyser les composants de ces 2 millions de chômeurs. Disons qu'il y a évidemment un phénomène que tout le monde, bon, c'est peut-être un peu une lapalissade, que tout le monde reconnaît, c'est qu'il y a un certain nombre de fonctions dans l'entreprise que l'on ne trouve pas dans les formations classiques. Il y a un certain nombre de personnes, disons, on peut dire, d'un âge avancé qui n'intéresse, il faut le dire le mot, qui n'intéresse plus les entreprises. Je crois que les 2 millions de chômeurs, si on analyse, si on enlève le personnel féminin, c'est peut-être triste à dire, mais c'est quand même une grande partie de ces 2 millions. Si on enlève les gens aussi qui ont atteint l'âge de 55 ans, et si on enlève certaines catégories de personnel qui n'ont pas de formation, on retrouve finalement assez peu de sujets qui n'intéressent pas l'entreprise. Je dirais que par rapport à l'intervention précédente, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le nombre de chômeurs. Moi, je crois que le nombre de chômeurs est important, en tout cas en province. Là où les usines dont je suis responsable sont installées, il y a véritablement des chômeurs. Et une population de gens qui sont des gens non pas d'âge mûr et non pas de femmes qui souhaiteraient travailler épisodiquement. Lorraine égale chômage. Lorraine égale fermeture d'usine. Ici, il y a vraiment des chômeurs. Ils sont 80 000. Ici, le problème de la formation, celui de l'expérience, sont secondaires par rapport à une réalité incontournable, le manque d'emploi. La Lorraine était un Eldorado. Aujourd'hui, par endroits, c'est un terrain vague industriel. Depuis 1962, le déclin s'inscrit dans une succession de plans gouvernementaux, de fusions financières, de regroupements industriels. De 113 000 mineurs et sidérurgistes en 1962, on a chuté à 85 000 en 1977 et 44 000 en 1981. Lorraine égale exode. Les deux villes voisines de Jeuf et Hamécourt
sont passés en 20 ans de 23 000 habitants à 17 000. Les jeunes qui restent, les fils et petits-fils des pionniers de l'époque des maîtres de forge, n'ont connu que le déclin de la Lorraine. Ces jeunes ont leur explication économique de la crise de la sidérurgie. Le jour où les petits noirs, comme les marchands de pétrole, verront qu'ils peuvent vendre leur ferraille beaucoup plus cher, eh ben, peut-être qu'on rouvrira les mines en Lorraine. Pour l'instant, le minerai qui vient de Mauritanie coûte encore moins cher. Mais ils ne sont pas plus cinglés que les autres. Hein. Quand le prix va être 10 fois plus élevé, peut-être qu'on reprendra la minette. La minette, c'est du mauvais minerai, parce qu'il y a beaucoup de phosphore dedans, mais toutes les usines sont équipées pour le traiter. Enfin... Parce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait, en 1980, on refait le coup du charbon. Vous savez, on a fermé les mines de charbon dans les années 50-60. Ah oui, c'est sûr. Et actuellement, on les rouvre. Ah oui? Bien sûr, c'est évident. C'est un coup de spéculation qui a commencé dans les années 60 et qui dure 20-25 ans. Les gens, ils comprennent pas ça, mais c'est un coup de spéculation qui joue sur 30 ans. Ou peut-être 40 ans, peut-être que dans 10 ans, ils vont recommencer ici, ils seront obligés. Parce qu'ils n'ont pas l'intention de lâcher un os, ils l'ont enterré dans un petit coin, et puis quand ils en auront besoin. Ce qu'il y a d'inacceptable, c'est qu'ils traitent les gens comme leurs machines, c'est-à-dire qu'ils estiment ils vont ici créer des villes, des villages, etc., des mineurs, des sidérurgistes, et ils estiment qu'ils peuvent les arrêter du jour au lendemain, que c'est des machines, qu'il suffit de les brancher pour qu'ils arrêtent de produire, de travailler, alors que les gens ici sont implantés, ils ont envie de travailler ici, malgré tout ce que ça implique. Mais... de manière, je sais pas, je pense qu'ils savent ce que ça implique pour toutes les familles qu'il y a ici, comme déchirement, changer de région, les jeunes qui ont aucun espoir de bosser. Mais les gens, ils pensent que c'est terminé pour toujours, que c'est pas vrai, tu vois. Alors que c'est quoi l'avenir, si c'est pas vrai? Pour la sidérurgie, c'est quoi l'avenir? L'avenir pour la sidérurgie, l'avenir proche, il n'y en a pas pour l'instant. Il y a une légère relance, il y a une légère relance pour faire attendre les gens, pour pas qu'ils crient très fort. Bon, ils vont continuer à tourner au ralenti, mais je pense que dans 20 ou 30 ans, ils vont réutiliser ça. Ça, il n'y a pas de problème. Pour quelle utilisation? Avoir de l'acier. Faire des armes, par exemple. Ouais. Des missiles exocètes, par exemple. Des sous-marins. Mais alors... Ils auront besoin de l'acier étranger, mais aussi de l'acier français. Il en faudra un maximum, il n'y aura plus de chômage. Pas de problème. Moi, je dis qu'il faut partir, parce qu'il n'y a plus rien. Rien n'a été remplacé. C'était une économie monolithique par le fait qu'en fait, il n'y avait que la sidérurgie et que la mine, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres industries qui s'étaient implantées dans nos régions. Ben moi, je ne sais pas, mais monsieur dit partir, d'accord, mais pour aller où? Je crois que le problème, il se pose un peu partout en France. Et certains jeunes, voudraient bien vivre et travailler dans le pays où ils sont nés, hein, qu'ils ont vécu toute leur jeunesse et tout. Nous sommes partis 2 ans en Haute-Savoie, on est revenus bien contents de revenir à Valleroy. Parce qu'on avait les racines, on a la maison, on a tous les amis, les copains, on ne peut pas se faire une deuxième vie ailleurs, c'est pas vrai. Je suis tout à fait de ton avis, seulement le problème, il est qu'il n'y a plus rien ici. Il y a assez d'usines dans la région, mais je ne verrai pas mon fils partir. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma vie ici, et je trouve que c'est normal qu'il la fasse ici. Mais est-ce que vous le retenez ici? Non. Il a envie de partir? Non. Il est du même avis que moi. Son père a travaillé là, il a crevé pendant 30 ans dans une usine. Je pense qu'il va en faire la même. Il a envie de crever pendant 30 ans, c'est ça? S'il arrive. C'est pas la question. À l'heure actuelle, s'il arriverait. Moi, je regarde pas à crever ou pas crever, le travail, c'est le travail. Le tout, il faut déjà trouver le travail. Il faut trouver un travail déjà. C'est ça le grand problème. Dès le moment qu'on rentre dans une usine ou dans une entreprise, ou que c'est quand on est sûr des prix, là, on est tranquille. Mais il faut pas regarder, il y a certains trucs, mais... le principal, c'est de même comme balayeur, il voulait y aller. Trouver du travail. Entrer dans une entreprise à la BNP, par exemple, c'est possible. Le tertiaire recrute moins qu'avant, mais il recrute. Les jeunes qui viennent dans la banque viennent pour trouver un emploi, bien sûr, viennent parce qu'ils pensent que c'est un emploi sûr, mais ne viennent pas parce qu'ils ont une vocation commerciale. Je crois que c'est parfaitement certain. À nous de détecter dans cela ceux qui sont évolutifs et ceux qui sont capables d'avoir la vocation commerciale quand même. Donc de faire ce tri dans des gens qui ne viennent pas spécialement motivés chez nous.
Une seule réponse par question. Attention, pas de réponse, c'est pas comme tu veux, tu choisis. Hein. Une seule réponse que vous soulignez ou que vous marquez d'une petite croix en marge. Hein. Et 10 minutes pour ce test. Hein. Donc vous commencez, s'il vous plaît. 600 000 jeunes arrivent tous les ans sur le marché du travail. Ceux-ci sont pour la plupart des bacheliers qui viennent de 2 lycées parisiens. Ces tests sont leur premier contact avec le monde de l'entreprise. Eux aussi, au mois de juillet, sur leurs vacances, ils préparent la rentrée. Pourquoi ont-ils choisi la BNP ? Tout simplement parce que 2 représentants de cette société sont passés dans leur établissement pour les informer que la BNP recrutait. Il vous reste 45 minutes de travail. Bien, pas de panique, vous avez le temps. Vous êtes tous à peu près, je pense, au calcul maintenant. Est-ce que vous aviez vraiment envie de travailler dans une banque? Alors, ce qui me fait le plus peur, c'est de passer 35 ans dans un boulot et enfin, voir les gens comme je travaille, passer 8 heures par jour et n'attendre que la sortie pour aller voir leurs enfants, ça me paraît assez délirant pour la suite. En tout cas, pessimiste, hein, avant tout. Je pense qu'il faut pouvoir toujours essayer de monter, quoi. Est-ce que finalement, ce matin, peut-être vous êtes parti pour 20 ans à la BNP, 20 ou 30 ans, là? Non, enfin... 35 Non, pas pourquoi pas, non? Mais si c'est intéressant, mais je trouve Pourquoi pas si c'est intéressant, mais si c'est pas intéressant, moi je m'en vais. Hein. Pourquoi vous choisissez le tertiaire, finalement, les banques? Vous avez une répulsion par rapport au travail dans l'industrie? Déjà, on est orienté vers le tertiaire, alors on n'a pas tellement le choix. À l'école, disons que les machines vont remplacer maintenant les hommes. Enfin, dans l'industrie, disons que les emplois deviendront de moins en moins qualifiés. Et puis, je sais pas, les directeurs d'entreprise n'ont pas besoin tellement d'hommes. Et finalement, c'est le tertiaire maintenant qui se développe. Bon, on y va. L'industrie, c'est fini pour vous? L'industrie va être remplacée par les machines. Mais les jeunes, ils n'auront pas besoin d'aller dans les usines, finalement. Un avis personnel, qu'est-ce que vous pensez justement de ce manque de choix pour les jeunes? Si vous voulez, c'est un problème. Je crois que c'est un problème difficile. En réalité, nous sommes le tertiaire. C'est-à-dire que nous sommes, pour bien des jeunes, une façon de ne pas être dans les milieux ouvriers. Et on a vu, dans les dernières années, beaucoup de gens se diriger vers la banque uniquement pour éviter, disons, le monde industriel. Et je crois que ceci est un tout autre débat et il faudrait parler de la réhabilitation du monde industriel. Donc il y a des métiers pour tout le monde. L'image de marque de l'industrie, parlons-en. À Jeuf, au stage CEFOR, on vend de l'emploi industriel, pour les hommes et pour les femmes. On peut retrouver aussi des femmes au niveau de tout ce qui est métier d'entretien. On peut y trouver des femmes aussi sur les métiers d'informatique, puisque l'informatique... Des professionnels se sont succédés pour informer les stagiaires. Beaucoup plus qu'elle ne l'est rentrée jusqu'à maintenant. On peut y trouver aussi des femmes sur les travails de préparation, bureau de préparation, bureau technique, et au niveau de tout ce qui est suivi de commandes, suivi de marchandises, suivi de produits, au niveau de tout ce qu'on appelle... Les réponses tombent. Dans la sidérurgie. Le travail dans la branche-là, dans la sidérurgie, ça marche plus beaucoup. On t'a pourtant dit le contraire, hein. Oui, on m'a dit qu'il y avait du travail, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, s'il y a quelque chose pour plus tard, ce sera peut-être le nucléaire, mais pas la sidérurgie. Il en faudra toujours de la sidérurgie, mais ça ne marchera plus comme ça a marché il y a 20 ans en arrière. Mais pour moi, à partir du moment où nous investirons, et puis qu'il y aura du nouveau matériel et tout ça, pour moi, il n'y a pas de problème, ça marcherait. Pour quel horizon, selon toi? Déjà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Pour moi, ça serait dans 10 ans. Bon, déjà, comme là, ils ont changé la coulée continue, qui est un nouveau processus, beaucoup moins coûteux et plus avantageux. Bon, par la suite, il y a beaucoup de choses encore à changer, et moi, je pense que ça devrait marcher. Et alors, qu'est-ce que tu as choisi de faire, toi, ici? Ce que j'ai choisi, moi, déjà, c'est travailler en électronique ou en programmation. Bon, le problème, c'est que moi, je pense pas travailler maintenant, dans la région, avec tout ce qui se passe. Bon, je reviendrai sûrement, peut-être dans 10 ans, travailler dans la sidérurgie, en programmation ou en électronique. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Vendeuse. Moi, être soignant ou infirmier. Toi? Rentrer dans le milieu hospitalier. Et toi?
Toi aussi? Toi? Nous aussi. Soignante. Soignante aussi? Soudeur. Soudeur. Milieu hospitalier. Aide maternelle. Est-ce que vous pensez que ce sont des métiers d'avenir? Et pourquoi? Pourquoi vous pensez que ce sont des métiers d'avenir? C'est-à-dire que des gens malades, il y en aura toujours. Dans le milieu hospitalier, ça marchera assuré. Quand on est dans la sidérurgie, on fait du fer, on ne se sent pas aussi utile qu'en étant dans un milieu hospitalier en contact avec des gens. C'est-à-dire fabriquer de l'acier, par exemple, pour le bâtiment, pour que les gens puissent se loger, ça te semble moins utile? Oui, mais c'est pas un contact direct. Donc ce que vous recherchez, c'est un métier où il y a le contact. Il y a beaucoup de contacts, où je puisse m'exprimer plus ou moins librement. Bon, alors moi, je pense que de toute façon, la sidérurgie, c'est fini. Même si c'est pas fini, moi, il y a beaucoup de jeunes qui veulent pas travailler là-dedans. J'en connais beaucoup qui iraient pas prendre le pic ou un truc comme ça pour rebosser dans la sidérurgie. C'est dangereux, puis c'est mal payé, disons, pour le boulot qu'ils font. Puis là, à l'usine, c'est la même. La plupart des mineurs, il y en a qui ressortent, ils sont à moitié détruits, hein, les mecs. Les poumons qui sont à moitié morts et tout. Donc même s'il y avait de l'emploi à l'usine, à la mine, vous n'iriez pas? Bah si vraiment il y a que ça, bah, j'irai, mais... Je peux dire quelque chose? Il y a beaucoup de pères de mineurs qui voudraient pas que leur fils soit mineur. Alors qu'ils défendent la mine, alors qu'ils défendent leur usine. Alors qu'ils râlent parce que la mine ferme, ils voudraient pas que leur fils soit mineur. Ils ont tout fait pour que leur fils soit pas mineur. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme travail? Quel genre de boulot vous intéresse? Quoi, vas-y? Informatique? Ouais, électromécanicien, quelque chose qui vient dans l'avenir, pas comme les usines, les mines. C'est du passé, ça. Il faut avoir des nouvelles énergies, comme le nucléaire, le solaire. Qu'est-ce qui est de son avis, là? Je suis de son avis, vu que l'informatique, c'est l'avenir. De toute façon, les usines, maintenant, tout ça, il faut plus y compter. Il y a deux sortes d'ouvriers. Ou c'est l'OS absolument non qualifié qui travaille à la chaîne, ou c'est le super technicien qui va s'occuper des robots et des chaînes. Mais entre les deux, il n'y a plus de marge, ou très peu de marge. Si, ou le mec comme Lionel, qui se fait ses 48 heures par semaine, tranquille, pour une paye de rien du tout. Ah oui? Bon, chose que beaucoup de jeunes ici admettront pas parce qu'ils ont pris l'habitude de plus l'admettre. Et c'est normal, j'ai rien contre. Mais il y a guère que des cons comme lui qui ont 2-3 gosses à nourrir. Eh, je le dis, si, c'est vrai. Les autres, ils n'ont pas de gosses à nourrir. Ce qui est nouveau depuis quelque temps, c'est que nous sommes dans un environnement extrêmement difficile. Les entreprises doivent se battre et donc il nous faut des profils de gagneurs dans les entreprises. Et ça, c'est un point, à mon avis, important, c'est que nous assistons, je dirais, à un phénomène contraire. Je dirais, c'est que les personnes salariées dans les entreprises veulent de plus en plus de temps libre, de qualité de la vie, et que nos entreprises, pour réussir, ont besoin de personnes qui, elles, s'adonnent, je dirais, à une tâche qui, comme le disait un interlocuteur précédent, ne requiert pas des horaires précis, requiert une grande disponibilité, requiert une mobilité. Et moi-même qui recrute depuis de nombreuses années, eh bien, je m'aperçois que de plus en plus, il est extrêmement difficile de trouver des personnes qui aient ces profils. Et je crois que nous avons justement ce problème réuni dans toutes les fonctions. Est-ce que l'on peut appeler notre émission l'espoir des chômeurs ou l'espoir des jeunes? Pas quel espoir, enfin. On peut toujours espérer, mais enfin, je pense pas que ça changera grand-chose. L'espoir bien limité, quoi. Vous? Moi, je sais pas, non, pourquoi l'espoir? Il y a beaucoup de concours qui se tentent un peu partout. Moi, je sais, j'ai passé celui de la caisse d'épargne. Bon, je trouve que c'est un peu dur à la limite parce que je crois qu'il y en a 4000 qui se sont présentés, ils en prennent que 100 dessus. Alors l'espoir, disons qu'il y a aussi beaucoup de chance. Et puis... À partir de quel salaire un boulot devient intéressant? 8000 balles. 8000. Ça dépend si on l'aime ou si on l'aime pas. 8000 francs. Ça dépend si on l'aime ou si on l'aime pas. Moi, je suis prête à faire ce que j'aime au SMIC. Mais la preuve, c'est qu'on aime pour rien du tout. On fait de la musique pour rien du tout. On est obligé de payer des fois.
Monsieur Fourcade, un des jeunes vous interpelle terriblement votre gestion passée. Je ne sais pas si vous avez fait attention, un jeune dit assez brutalement à un moment donné, on a traité les hommes comme des machines. Quand on n'en a plus besoin, on les débranche. Quand on vous entend parler de la compétitivité des entreprises, de la nécessité de faire face à la compétition internationale, on a quelquefois l'impression que vous oubliez les hommes. Oui, mais je crois que c'est criminel de faire lever de faux espoirs et d'expliquer aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils pourront, sans travailler, sans se battre, bénéficier des subsides de la collectivité. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans le film, c'est l'affaire de la Lorraine, dans laquelle, effectivement, il y a un drame, car il y a toute une région industrielle qui date et dont les équipements sont devenus difficiles et pour lesquels nous avons vu ces jeunes, dans lesquels beaucoup de réactions très bonnes ont eu lieu. Eh bien, je crois que ce n'est pas, Monsieur Le Garec, en développant les crédits de la NPE ou en améliorant les procédures d'indemnisation qu'on réglera le problème de la Lorraine. On réglera le problème de la Lorraine, comme nous l'avons essayé, en essayant d'implanter en Lorraine des entreprises nouvelles, des entreprises d'informatique, des entreprises d'automobile, des entreprises de textile ou de n'importe quel autre secteur. Mais encore faut-il faire une vraie politique industrielle, une politique de compétitivité. Vous avez écrasé les entreprises et depuis 14 mois, vous avez atteint en matière de déficit commercial, en matière de résultats sur le plan de la compétition, regardez le secteur de l'automobile, des chiffres catastrophiques. Et je crois que c'est bien là le cœur de notre problème. Il y a, du point de vue du chômage, un aspect social très important et nous en convenons tous. Et nous sommes tous d'accord, et beaucoup de ce qu'on dit, tous ceux que vous interviewez, et notamment les très jeunes, nous ont beaucoup touchés, m'ont beaucoup touché personnellement. Mais on ne peut pas promettre à ces jeunes le paradis, on ne peut pas faire le magicien, comme a dit l'autre soir M. Monroy. On est obligé de leur expliquer que dans notre société, qui est une société riche, vieille, de plus en plus confrontée à la compétition des nouvelles sociétés, des jeunes, des pays asiatiques, des pays africains, des pays d'Amérique du Sud, eh bien, il faudra essayer de se développer en restant compétitif. Et pour rester compétitif, il faut avoir de vraies solutions économiques et non pas des fausses solutions. Compte apporter la réduction de la durée du travail, compte apporter un certain nombre d'autres choses. Pas trop vite de la Lorraine. Monsieur Le Garec, nous allons parler de la Lorraine, vous allez répondre à Monsieur Fourcade. Ah oui, je vous en prie. Ah oui. Vous allez répondre à Monsieur Fourcade. Juste une question. Monsieur Mitterrand est allé effectivement en Lorraine, je crois que ça a été d'ailleurs son premier voyage dans une région française. Oui. Et il a dit, il n'y aura plus de fermeture d'usine en Lorraine. Est-ce que ça vous paraît être, au fond, une position qui est confortable à tenir, étant donné l'orientation de la politique économique aujourd'hui? Reprenez le problème dans son ensemble. Monsieur Mitterrand a dit quelque chose d'un petit peu différent. Il a dit qu'il n'y aura pas de perte d'emploi en Lorraine. C'est quand même très différent. Vous savez, je connais bien le problème de la sidérurgie. D'abord parce que je suis un des auteurs de la loi de nationalisation, que ma circonscription est très proche de Denain. Alors la colère des hauts fourneaux, je la vis. Et là, il y a un problème dramatique. Moi, j'ai trouvé ce film extrêmement émouvant. Extrêmement émouvant. Et ça montre la responsabilité de la classe politique. Et votre simplification, M. Fourcade, n'est pas acceptable, mais je vais y revenir. Il y a là un problème très difficile. Et je dois dire que nous avions sous-estimé deux choses en ce qui concerne la sidérurgie. D'une part, l'ampleur de la crise économique internationale, qui fait que nous pouvions nous baser sur une production d'acier supérieure à ce qu'elle sera réellement. D'autre part, l'ampleur des investissements technologiques nécessaires pour maintenir la sidérurgie à flot. Nous allons engager 17 milliards d'investissements dans la sidérurgie jusqu'en 1986 pour que notre sidérurgie soit compétitive. C'est la justification, mais flagrante, de la nationalisation. On se demande où sont passés tous les milliards que la puissance publique a englouti dans la sidérurgie pendant 10 ans. La gauche avait demandé la nationalisation de la sidérurgie en 1945. Elle avait raison. C'est malheureux que cela n'ait pas été fait comme en Allemagne. Mais cela dit, c'est un des plus grands drames que je connaisse. Et vous savez, hein, je suis un élu du Nord. Rien n'est plus épouvantable que la situation des friches industrielles. Et vous le savez, monsieur Fourcade. Seulement, devant ce genre de problème, il y a un énorme effort de volonté, de travail et de patience. Et aucun d'entre nous, monsieur Fourcade, aucun d'entre nous n'a jamais promis je ne sais quel paradis. Aucun d'entre nous.
Dieu sait, Monsieur Eh bien, Fourcade. eh bien. Monsieur Merci de Fourcade, le dire aujourd'hui. mais Merci de le dire nous l'avons toujours dit, Monsieur Fourcade. non. Personnellement, je travaille dans des entreprises depuis 25 ans. J'ai commencé la formation à l'intérieur des entreprises il y a 15 ans. Je n'ai jamais travaillé comme fonctionnaire. Je suis un homme d'entreprise. Et s'il y a quelqu'un qui sait la nécessité de la formation, du courage, de l'investissement, c'est bien nous. Donc, Monsieur Le Garec, il y aura des fermetures d'entreprises en Lorraine. J'ai dit qu'il y aurait une protection du nombre d'emplois en Lorraine. Si vous parlez du problème de fermeture d'entreprise, c'est très complexe. Alors faisons un débat sur la Lorraine, où nous allons analyser le problème de la Lorraine, secteur par secteur. Très bien. Alors, on ne peut pas simplifier comme ça. Bon. Mais je voudrais réagir. Élargissons un petit peu le problème et parlons de la crise de l'emploi dans son ensemble. Oui, parce que j'ai l'habitude, Monsieur Fourcade, de la simplification du débat politique. Je crois que sur un sujet comme l'emploi, nous n'avons pas le droit de simplifier le débat, Monsieur Fourcade. Et vous n'avez pas le droit de confondre ce que nous faisons pour la NPE, qui est un des moyens, et que vous n'avez pas su faire, avec une politique industrielle. Mais qui est en train de faire cette politique industrielle? Qui donc a arrêté le programme Monsieur